n'y a pas longtemps encore, quand un enfant se développait bien, on disait que c'était une bonne graine, et quand il se développait mal, on disait que c'est une mauvaise graine. Et ces métaphores végétales sont dangereuses parce qu'elles sont racistes. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait avec une mauvaise graine? Eh bien, on l'arrache. Et ceux qui vivent dans le Midi iront voir à Porquerolles le bagne pour enfants, où il y avait une majorité de petits garçons avec des sauts du loup de 10 mètres. Personne ne leur parlait. Les éducateurs étaient d'une grande violence. Et quand ils vivaient dans ces bagnes pour enfants, ils en sortaient bien sûr très améliorés. Alors, la formation du cerveau commence dans l'utérus. C'est-à-dire que déjà, on sait que les émotions maternelles, lorsque la mère est sécurisée, le bébé a autour de lui tout ce dont il a besoin pour se développer. Mais si la mère est stressée, les substances du stress finissent par franchir la barrière du placenta et le bébé déglutit du liquide amniotique, sauf que ce liquide amniotique est bourré de cortisol, de catécholamine, substances toxiques pour son cerveau. Si j'arrête mon raisonnement à ce niveau-là, vous allez être désespéré. Donc je vais vite rajouter que la synaptisation, c'est-à-dire la jonction des neurones entre eux, est tellement faramineuse. Alors les chiffres varient de 300 000 synapses à la minute à 1 million de synapses à la minute. Je pense que ça n'a pas été calculé avec un papier et un crayon, donc je ne discuterai pas les chiffres, mais ça veut dire que, et ça je crois qu'on s'est admis, la synaptisation est faramineuse, c'est très beaucoup. Si la synaptisation est tellement intense que ces altérations cognitives qu'on constate à la naissance, si on s'occupe de la mère, dans 2 nuits, le bébé recommence la reconstruction cérébrale. C'est-à-dire que la séparation n'est pas vraiment faite et que les émotions maternelles se transmettent encore à l'enfant, surtout après la naissance, probablement plus longtemps que ce qu'on croit. Alors voilà ici les 2 initiateurs de ce genre de raisonnement écosystémique que je vous propose. En haut, c'est Amy Werner et au-dessous, c'est Michael Rutter, avec qui j'ai eu le bonheur de travailler. Et c'est eux qui proposent ce nouveau raisonnement écosystémique. Et là, je suis désolé, mais je crois qu'il faut renoncer à Descartes. C'est-à-dire que Descartes nous a dit qu'une cause provoque un effet. C'est pas vrai. C'est une convergence de causes qui provoque un effet bénéfique ou maléfique, et parfois même une cause maléfique dans un contexte devient adaptative, et la même cause bénéfique dans un autre contexte devient désadaptative. Donc je reprendrai ça tout à l'heure. Mais lorsque les bébés arrivent au monde ayant été portés par une mère stressée, je souligne, c'est pas la mère qui transmet le stress, c'est le malheur de la mère. Je le répéterai pour qu'il n'y ait pas de contresens. Qu'est-ce qui peut provoquer le malheur de la mère? La guerre, la précarité sociale, comme on l'a vu tout à l'heure, on l'a entrevu dans votre exposé, la violence conjugale et surtout la solitude. Ça veut dire qu'on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. On n'est pas obligé de laisser une femme enceinte seule, on n'est pas obligé de laisser une jeune mère seule, or il y en a de plus en plus. C'est-à-dire que notre culture est en train de fabriquer des mamans solos, comme on dit, et ces mamans solos acquièrent, elles ne sont pas vulnérables, elles acquièrent une vulnérabilité parce qu'un cerveau non stimulé s'atrophie. Si on peut passer une série de slides, alors voilà, on va s'arrêter là-dessus parce que ça va préparer la diapo suivante. L'idée que je vous propose maintenant, c'est que comprendre
et penser, ce n'est pas forcément la même chose. Vous avez en haut un chat qui comprend beaucoup de choses utiles dans son monde de chat. En bas, vous avez un bébé préverbal. Aucun de nos enfants ne parle le jour de sa naissance, sauf peut-être Pantagruel, qui à peine né s'est écrié « à boire, je veux du bon vin ». Et on lui en apporta de tout le canton de Beusse et du Bibarré. Je ne sais pas où c'est. S'il y a des littéraires dans la salle, Beusse, Bibarré, vous savez où c'est, le Beusse et le Bibarré? Enfin voilà, donc à part Pantagruel, il faut attendre la période sensible de synaptisation du cerveau pour que, en 10 mois, tous les enfants, quelle que soit leur culture, quelle que soit la difficulté de la langue, apprennent la langue maternelle, sans livre, sans école, sans effort, au corps à corps. C'est des performances intellectuelles qu'on ne pourra plus jamais refaire. Ça veut dire que là, il y a une période sensible de l'apprentissage qui est déterminée génétiquement, pourquoi entre le 20e et le 30e mois, et qui est déterminée relationnellement. Si personne ne parle à un enfant, même s'il a une période sensible, il n'apprendra pas à parler. Donc, dans un raisonnement écosystémique, c'est vraiment la réceptivité d'un organisme neurologique avec une structure familiale et culturelle. Et c'est la transaction entre les deux qui fait que tous les enfants du monde apprennent à parler entre le 20e et le 30e mois. Mais si ces enfants vivent dans un milieu pauvre, ils sortiront du 30e mois avec un stock de 200-300 mots, alors que ces mêmes enfants sains, comme pratiquement tous les enfants, vivent dans un milieu où on parle, où on se parle, où on parle à l'enfant. Ces enfants vont rentrer en maternelle à l'âge de 3 ans avec un stock de 1000 à 1500 mots. Devinez lesquels vont fournir la population des futurs bons élèves. Certains qui ont 300 mots non seulement ils ne vont pas comprendre les consignes, mais ils vont être humiliés de voir leurs petits copains jouer à apprendre. Et ils vont se mettre à détester l'école, et on constate aujourd'hui que le nombre des phobies scolaires monte en flèche. Alors, donc, ce bébé-là, il va apprendre, vous voyez, à votre droite, vous voyez Charlie Chaplin, on comprend des tas de choses, alors qu'il n'y a pas un mot, et à votre gauche, ce monsieur a eu un accident vasculaire cérébral, la zone temporale gauche est altérée, il ne comprend plus les mots, et il ne comprend plus les mots, mais il comprend encore bien par les mimiques, par les gestes désignatifs, par les gestes illustratifs, par la linguistique du corps, par l'énonciation. Il ne comprend plus l'énoncé, mais il comprend encore très bien, peut-être même il surcote, l'énonciation. Et donc ça veut dire que penser et comprendre, ce n'est pas forcément associé. Ce chat, je ne sais pas combien il comprend de mots, les chiens sont plus doués. Et je travaille en éthologie animale avec Beata, qui est un vétérinaire, et il a calculé, il a fait des tests, et mon chien comprend entre 200 et 300 mots. C'est suffisant pour faire une carrière politique. C'est-à-dire... D'ailleurs, il a appris qu'il y a un poste qui se libère dans 3 ans. Il a décidé de se présenter, mais il ne sera pas élu. Il est beaucoup trop intello. 300 mots. 300 mots. Donc ça veut dire que la pire agression cérébrale, c'est la privation affective et la privation verbale. Parce que la privation affective, alors ça, voilà, alors avec les animaux, on fait des observations expérimentales qui ne sont plus permises aujourd'hui. C'est des isolements d'êtres vivants, de mammifères, et on voit que tous, absolument tous, lorsqu'il n'y a pas d'affectivité, lorsqu'il n'y a pas, pour les êtres humains, lorsqu'il n'y a pas de verbalité, mais pour nous, êtres humains, je crois que les mots, avant de désigner quelque chose d'impossible à percevoir,
je crois que les mots ont d'abord des fonctions affectives avant d'être une fonction informative. C'est-à-dire que parler avec quelqu'un et surtout s'adresser à quelqu'un, c'est l'affecter. Et Guylaine Dehaene, qui travaillait avec nous à la commission des 1000 premiers jours, nous a montré des documents que j'ai trouvés passionnants. Une série de bébés âgés en moyenne de 3 ou 4 mois, on parle autour des bébés. Le lobe temporal gauche passe au rouge, ça veut dire que les neurones dégradent du glucose, ça dégage de la chaleur que l'ordinateur capte et ça a été codé pour traduire en couleur rouge. Le cerveau passe pas au rouge, c'est l'ordinateur qui a été capté pour traduire la chaleur. Mais, nous dit Guylaine, lorsqu'on s'adresse au bébé, l'objet sensoriel n'est pas du tout le même. Il est près du bébé, à une certaine distance, la brillance des yeux, peut-être l'odeur, les basses fréquences de la voix font que c'est un objet sensoriel particulier. Merci, il m'a entendu penser. Merci. Donc, c'est qu'à ce moment-là, le bébé est stimulé, ce n'est pas le lobe temporal gauche qui passe au rouge, c'est un repli horizontal spécial du lobe temporal gauche qu'on appelle le planum temporal qui passe au rouge, qui travaille, qui dégrade du glucose. Et plus on parle, plus une figure d'attachement, probablement c'est la mère, mais ça peut être le père, ça peut être quelqu'un, la nounou, ça peut être une assistante maternelle, plus on s'adresse au bébé, plus on voit que le planum temporal s'étend, ce qui veut dire que parler à un bébé, c'est sculpter son cerveau et transformer la zone des sons en ce qui progressivement va devenir la zone du langage. Alors, lorsque ce cerveau a été bien sculpté par les relations précoces, on voit des faisceaux neuronaux s'individualiser. Et lorsqu'on parle à un bébé, alors on va revenir à la slide précédente si vous voulez bien, c'est une expérimentation de Tronic qui a été refaite des milliers de fois. C'est facile, il suffit de faire un enfant, ça, on a tous 2-3 idées là-dessus, mais il suffit de le mettre dans une situation standardisée. En haut, on voit la mère, et la mère n'a pas de consigne, et le bébé non plus. Madame, faites ce que vous voulez avec votre bébé. Donc il y a une interaction qui se passe, le bébé réagit, babille, tend les bras, son lobe préfrontal est stimulé parce qu'il y a une anticipation, il y a quelqu'un, une altérité en face de lui. Mais à un signal donné, on demande à la mère de ne plus bouger. Donc elle arrête l'interaction. Au milieu, à votre gauche, étonnamment vite, le bébé, quand l'interaction s'arrête, le bébé sollicite sa mère, elle continue à ne pas bouger, le bébé se jette en arrière. Il n'y a pas d'altérité. Pourquoi voulez-vous qu'il se jette en avant? Pourquoi voulez-vous qu'il tende les bras? Pourquoi voulez-vous qu'il babille? Il n'y a personne en face de lui, puisqu'on a demandé à la mère de ne plus gestuer. On a coupé. Et on voit que dès que la mère, très, très vite, cette expérimentation a été faite des milliers de fois avec des variables, très vite, le bébé augmente ses activités autocentrées, comme on l'a tous vu avec des enfants en carence affective, qui s'auto-agressent, qui se griffent, qui se tapent la tête par terre avec une violence insupportable. La mère, bien sûr, aussitôt arrête recommence à faire des mimiques, elle dit des mots à son bébé, et regardez en bas à votre gauche, il y a un rebond d'attachement. Enfin, l'altérité se remet en place, enfin, on me parle, j'ai 3-4 mois, je ne comprends pas ce qu'on me dit, mais je comprends qu'on me parle. Donc il y a une interaction affective. Aussitôt, le bébé se jette en avant, babille, sourit, se blottit, il recommence à développer son cerveau. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que le développement cérébral sain ne se passe que s'il y a une altérité. S'il n'y a pas d'altérité, le cerveau est atrophié. C'est-à-dire les deux lobes préfrontaux
On le voit au scanner de ville. Hein. Alors ça, au scanner de ville, si on n'a pas stimulé le cerveau d'un bébé, ben, il est atrophié. Or, il y a des cultures, il y a des situations familiales, précarité sociale, guerre, violence conjugale, où il y a des moments de silence très importants, le lobe préfrontal n'est pas stimulé, et surtout s'il n'y a pas d'altérité, il n'y a rien à mettre en mémoire. Donc la slide précédente, le circuit limbique à la face interne, voilà, merci. Le circuit limbique à la face interne des deux hémisphères, il n'y a rien à mettre en mémoire. Les neurones ne sont pas stimulés, le système limbique est atrophié. Or, une des fonctions du lobe préfrontal, c'est d'inhiber l'amygdale rhinencéphalique, qui est un noyau de neurones qui se trouve en bas. Il y a une flèche jaune, ça indique le lieu de l'amygdale. Or, l'amygdale rhinencéphalique n'est plus freinée par le lobe préfrontal. Et à ce moment-là, le socle neurologique de l'amygdale rhinencéphalique, c'est de provoquer des émotions de colère, de haine, d'angoisse insupportables. Ce qui revient à dire, dans un raisonnement écosystémique, ça revient à dire qu'un enfant qui vit dans un milieu appauvri en affectivité ou en mots acquiert une dysfonction cérébrale, atrophie bifrontale, atrophie limbique, donc hypertrophie de l'amygdale rhinencéphalique, ça devient un enfant incapable de contrôler ses émotions. Surtout les garçons plus que les filles. C'est un enfant qui ne peut pas freiner, et s'il a une émotion de colère, ben, il passe à l'acte, contre l'autre ou contre lui. Donc c'est ce que notre président a appelé les incivilités, mais quand j'étais gamin, c'est ce qu'on appelait les sales gosses. Ça veut dire, là c'est pareil, mais ça veut dire que cette dysfonction cérébrale est provoquée par une carence relationnelle, parfois un accident familial, la guerre. La guerre est une fabrique de psychopathes sur plusieurs générations. Les garçons, beaucoup plus que les filles. C'est-à-dire que, alors là, on a l'évaluation, c'est-à-dire que on se demande aujourd'hui, dans les années 45-50, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait en France 300 000 orphelins. Ils ont été mis, beaucoup ont été recueillis par la tante ou par quelqu'un de la famille. Ceux qui n'avaient pas de famille ont été mis dans des institutions beaucoup trop grandes qu'on critiquerait aujourd'hui. Or, la plupart de ces enfants ont repris un bon développement. Il y a eu bien sûr des fracas, mais beaucoup d'enfants ont repris un bon développement. Alors qu'aujourd'hui, à l'aide sociale à l'enfance, il y a 350 000 enfants, c'est une catastrophe. Tout simplement parce que les 1000 premiers jours n'ont pas été sécurisants, par désorganisation familiale, elle-même la conséquence de désorganisation sociale. L'enfant vit dans un milieu appauvri par notre culture, donc même si on lui tend la main, il ne va pas la saisir. Alors que dans les années d'après-guerre, ces gosses qui avaient été fracassés par la guerre, l'orphelinage, en France, il n'y avait que 300 000 orphelins, mais il y a eu 60 millions de morts sur la planète. Dès qu'on s'occupait, alors j'ai eu beaucoup de discussions, le métier d'éducateur n'existait pas, on a retrouvé un document avec un éducateur à l'œuvre de secours des enfants, on a retrouvé un document qui va vous intéresser, un éducateur gentil, attentif, gai, c'était Serge Gainsbourg, qui était éducateur à l'œuvre de secours des enfants et qui était vraiment, il n'était pas éducateur, le métier n'existait pas, mais il était vraiment d'une gentillesse, d'une gaieté. Il a dû sauver beaucoup d'enfants, il leur parlait, il les rassurait, il n'avait pas de diplôme. Ensuite non plus, il n'avait pas de diplôme quand il a chanté. Mais ça veut dire que humainement, il a enrichi la niche, il a sûrement donné la parole à beaucoup d'enfants. Alors, ces tendances-là sont donc résiliables. Mais il y a un phénomène, je n'ai pas regardé l'heure, tu m'insultes quand je continue.
Donc, mais alors, à la commission des 1000 premiers jours, il y avait la ministre de l'Éducation de Norvège qui est venue à toutes nos réunions. Et elle nous a dit, on a fait une évaluation de l'investissement de la petite enfance. Pour $1 sur la petite enfance, c'est $8 d'économie à l'adolescence. C'est-à-dire qu'un enfant qui parle, un enfant qui comprend les consignes, un enfant qui joue, c'est un enfant qui est bien parti. C'est pas gagné pour la vie, mais au moins il est bien parti. Il peut avoir un pépin ensuite, mais au moins il est bien parti. Donc s'occuper de la petite enfance, c'est une bonne affaire. C'est-à-dire que, en termes qui peut-être vont vous paraître un peu cyniques, mais c'est comme ça qu'il faut parler aux politiciens. Alors, donc ça veut dire que notre cerveau, c'est un cerveau humain, mais l'intelligence préverbale, c'est essentiellement une intelligence mathématique. Et actuellement, il y a un gros problème sur l'étonnante expression différente des mathématiques selon les genres. Eh bien, les mathématiques, c'est une intelligence préverbale. Les bons matheux comprennent avant de penser. Tout d'un coup, ils ont un insight, ils comprennent sous forme d'images géométriques, et ensuite, ils cherchent le langage mathématique, et ensuite, ils chercheront le langage verbal. Mais la parole qui désigne des objets du contexte se met en place au cours de la 3e année, alors que le récit, il faut attendre beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que pour le récit, il faut que le lobe préfrontal qui est le socle neurologique de l'anticipation, ait été connecté avec le circuit limbique qui est le socle neurologique de la mémoire. Dès l'instant où l'anticipation et la mémoire sont connectés par un faisceau de neurones, la représentation du temps devient possible. L'enfant peut faire un récit. Alors qu'avant, il ne peut pas faire de récit. Il peut dire des mots qui désignent les objets du contexte ou qui désignent des émotions, mais il ne peut pas agencer des séquences temporelles. Donc il faut attendre la maturation du cerveau pour pouvoir parler et vraiment s'expliquer, sauf que la maturation du cerveau, je le redis volontairement, dépend de nos relations, des relations sécurisantes. J'ai dirigé une thèse il n'y a pas longtemps, Agnès Pommier, qui montre que dès qu'un enfant est sécurisé, il améliore ses performances mathématiques. Presque, mais dans l'épreuve même. Alors que insécuriser un enfant, il va diminuer, il va dire « je ne comprends pas », il va être humilié, parce que quand on ne comprend pas, on est humilié, surtout quand on voit que le petit camarade, lui, il comprend, même si le pourcentage n'est pas très élevé, on voit. Donc ça veut dire que la relation, l'intelligence scolaire n'est pas une qualité cérébrale, c'est une qualité relationnelle. Mais on voit surtout que l'ontogenèse est différente selon les genres. Et les petites filles parlent avant les garçons. Stéphanie Barbeux et d'autres ont fait beaucoup. Elles ont très vite des séquences verbales, nettement avant les garçons. Et surtout, à l'âge de 12 ans, une petite fille, sur le plan neuropsychologique, qu'on sait photographier et qu'on sait évaluer, une petite fille de 12 ans a 2 ans d'avance neuropsychologique sur un petit garçon. Au point de vue scolaire, c'est faramineux. Donc, au moment du bac, une petite fille est une jeune femme qui a terminé sa fatigue de croissance et qui sait à peu près ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut. Un garçon de 16-18 ans, il est en pleine fatigue de croissance et il ne s'intéresse qu'aux choses importantes, c'est-à-dire le football et la drogue. Donc, ça, c'est démontré mathématiquement, ça. Donc ça veut dire que l'ontogenèse des genres est déjà très différente. L'explication de cette différence,
alors il y a des ça c'est à discuter, c'est à préciser. Il y a des gens qui disent que les filles sont XX, donc si une anomalie est portée par un X et n'est pas portée par l'autre, l'anomalie ne se manifeste pas. Alors que pour un garçon, si une anomalie est portée par un X ou parfois souvent par un Y, qui est un chromosome fragile, porteur de beaucoup de fragilité, il se coupe facilement, l'anomalie s'exprime. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais on peut en discuter. Donc Richard Tremblay montre que dans une crèche d'enfants préverbaux, 5% des enfants préverbaux sont violents, ils cassent, ils mordent, ils frappent. Ces 5%-là sont des petits garçons. Dans une crèche préverbale, il y a des filles comme ça, mais c'est 0,8% des enfants des crèches. Problème. On voit que l'agressivité des garçons comme des filles monte, sauf que l'agressivité des petits garçons est 8 à 10 fois supérieure à celle des filles. Et après la puberté, garçons et filles, l'agressivité décline tout le reste de la vie. Interprétez ça comme vous voulez. Si vous avez envie d'interpréter ça biologiquement, vous trouverez des arguments. Si vous avez envie d'interpréter ça sous forme de relation, vous trouverez aussi des arguments, parce que dans un raisonnement écosystémique, on ne peut plus séparer le biologique de la relation. Et maintenant, de plus en plus, on parle de cerveau social, c'est-à-dire de cerveau sculpté par les relations, prescrites soit par l'entente des parents ou la mésentente des parents, ou prescrites par les préjugés culturels, les récits, des stéréotypes auxquels on croit et auxquels on réagit. Et on a des émotions déclenchées par des phrases stéréotypées qui souvent ne désignent rien du réel et qui pourtant modifient beaucoup le fonctionnement du cerveau. Alors, récemment, on a connu la pandémie et on avait dit, vu ces développements, on avait dit que les garçons vont être beaucoup plus touchés que les filles. Dans un pays en paix, 12 à 14% des adolescents souffrent de la vie. Et quand on fait une neuroimagerie, on voit que ces enfants-là, qui ont presque tous eu des moments d'isolement affectif précoce au cours des 1000 premiers jours, ces enfants-là ont une hypertrophie du faisceau latéral du thalamus, voilà, des isolements précoces. J'ai travaillé en Roumanie, ces enfants avaient été placés en isolement sensoriel par Ceausescu et ça donnait ça, que des pas de parole, des balancements et à la moindre émotion, auto-agression, parce qu'ils avaient perdu la fonction régulatrice de la parole. Donc, puisqu'ils ne parlaient pas, ils s'auto-agressaient. Et certains enfants s'auto-agressaient très violemment. Donc on voit que dans ce développement, la relation se fait autant par la famille que par la culture. C'est une cascade de déterminisme. Sauf que, actuellement, 15% des adolescents sont merveilleux. Ils sont gentils, ils sont excellents élèves, ils jouent au tennis, ils gèrent leur temps, ils parlent anglais sans accent, je les déteste. C'est-à-dire qu'ils sont extraordinaires. 15% inverse, en France, sont illettrés. Quand j'ai travaillé avec Jeannette Bougrabe en Finlande, c'était de 1%. C'est les chiffres à peu près aujourd'hui. Donc on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Et là, c'est des décisions politiques, éducatives. On sait ce qu'il faut faire. On ne le fait pas toujours. Alors, on voit apparaître une nouvelle aristocratie, qui est l'aristocratie du diplôme, avec ce qu'on voit réapparaître aussi maintenant, c'est la haine des élites. C'est toujours un mauvais signe d'organisation sociale. Donc voilà, je vais terminer juste en conclusion pour dire que
dans l'avenir qui se prépare, il va probablement y avoir la semaine des 4 jours, qui est déjà en Angleterre, qui marche déjà en Angleterre. Le bénéfice semaine des 4 jours, c'est que la famille est renforcée, parce que les parents passent leur temps à organiser le week-end de 3 jours, les enfants adorent ça, donc la famille est renforcée et les résultats scolaires plongent instantanément. C'est-à-dire... Alors, mais ça plonge dans une famille qui attache plus d'importance au week-end qu'aux résultats scolaires. Donc l'entente familiale est excellente. Ensuite, on voit que quand l'enseignant est sécurisant, les enfants améliorent leur performance. Et il y a des enseignants qui ont un talent relationnel pour ça, qui est tout à fait impressionnant. Il y a des hommes, des femmes qui, par leur présence, sécurisent l'enfant, et hop, l'enfant améliore ses résultats scolaires. Mais il y en a d'autres qui font exactement le contraire. Et il va y avoir dans les années à venir, le développement des écrans. Et je termine là-dessus. Les écrans participent à la sculpture du cerveau. Parce que lorsque on regarde un écran, on est médusé, au sens méduse. Vous savez, les serpents qui sortent, on est médusé, on n'a pas d'effort à faire, c'est le grand, on voit des lumières, on voit des images, on entend des musiques, on est bien, qu'est-ce qu'on est bien, il n'y a pas d'effort à faire. C'est vraiment l'apprentissage de la pensée paresseuse. Mais si on arrête l'écran, il faut faire des efforts. Alors ça, c'est désagréable. C'est-à-dire qu'on voit que les écrans, là, sont en train de provoquer des dysfonctions cérébrales et que beaucoup de familles, avec les smartphones, ont des nounous très efficaces, très bon marché, qui abîment le cerveau. Voilà, je pense qu'avant mon exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses. Merci d'avoir écouté.